Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 170 dans lequel je vais vous partager les erreurs de praticienne en naturopathie que je ne referai plus. Alors déjà, je suis désolée d'avance si je parle un peu du nez, je suis encore un peu enrhumée, je découvre un peu les joies du fait d'être maman d'un petit bébé qui, lorsqu'il est malade, du coup me refile gentiment ces petits virus. Donc voilà, il se trouve que je suis encore un petit peu enrhumée, mais bon, je voulais quand même vous faire cet épisode parce que j'ai l'impression qu'en plus, si maintenant j'attends de vraiment ne plus être malade, ça risque d'être compliqué, hein. Donc dans cet épisode, je voulais vous partager un petit peu les erreurs de praticienne que je ne referai plus. J'ai fait des dizaines de consultations durant plusieurs années et j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est normal, hein, ça fait partie de l'apprentissage. Mais dans cet épisode, je voulais justement vous les partager pour vous expliquer déjà pourquoi je considère que ce sont des erreurs. Je mets des guillemets à erreurs parce que c'est pas non plus des choses dramatique, hein, bien sûr, et surtout peut-être vous éviter de les faire à votre tour, même si je sais que ça fait aussi partie de l'apprentissage et voilà, c'est aussi normal de faire un peu des erreurs, on va dire, mais c'était important pour moi de vous partager ça, parce que je sais que ce soit que l'on démarre ou même quand ça fait plusieurs temps que l'on pratique, parfois on peut tomber vraiment dans des erreurs, et je dis pas que je les referai plus aujourd'hui, hein, voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent revenir assez souvent. Donc je voulais vous en parler dans cet épisode. Et avant de vous dévoiler l'erreur numéro 1, je voulais remercier Pianto de soutenir le podcast. Pianto, c'est une gamme de compléments dont je vous ai déjà parlé de maintes fois, vous savez que je les adore vraiment. Et je voulais les remercier une nouvelle fois de soutenir le podcast, et puis surtout je vous en dirai plus sur eux en fin d'épisode. Alors l'erreur numéro 1 que j'ai fait, c'est de vouloir traiter trop vite avec trop de compléments. C'est un peu ce que j'appelle le piège du protocole exhaustif. C'est vraiment le fait de vouloir trop en faire. Je sais pas si c'est parce qu'en formation de naturopathie, on nous encourage à ça, c'est-à-dire que je trouve qu'en formation de naturopathie, et c'est très bien, on nous encourage vraiment à avoir une prise en charge qui est très exhaustive, qui est très holistique, qui est très globale, et c'est très bien. Mais si on mélange ça à une volonté de bien faire, qu'on mélange un peu les deux, on a parfois tendance à vouloir trop en faire. Et en fait, on se retrouve à noter toute la liste des symptômes de la personne et à vouloir s'occuper de tout. C'est-à-dire que la personne nous dit « Ah oui, de temps en temps, j'ai un peu mal à la tête », paf, on note et on se dit « Oh là, il va falloir que je trouve une solution pour ça », etc., etc. Et parfois, on veut trop en faire et on cherche du coup à modifier trop radicalement ou totalement l'alimentation de la personne, par exemple, ou à l'encourager à faire du sport 3 fois par semaine de manière intensive alors qu'elle bouge pas du tout. Donc bon, ça part vraiment d'une bonne intention, mais si j'ai vraiment un conseil à vous donner pour ça, parce que l'idée c'est pas juste de vous dire bah voilà j'ai fait cette erreur, ciao bye, c'est de vous donner un peu aussi des conseils et des choses que je m'applique du coup maintenant à moi-même et que j'ai commencé à m'appliquer au fur et à mesure de ma pratique en me rendant compte qu'effectivement ça ne marchait pas, hein, de vouloir trop en faire et de vouloir tout révolutionner la vie de la personne. Donc mon conseil c'est vraiment de vérifier avec la personne pour chaque recommandation si ça lui semble faisable. Parce que le risque, c'est que si vous ne demandez pas, la personne peut-être qu'elle va être un peu submergée par tout ce que vous lui dites, elle va vous dire oui, sans oser vous dire que c'est impossible, et en fait, une fois qu'elle rentrera chez elle, elle n'appliquera rien. Donc c'est vraiment important à chaque fois de dire, par exemple, moi je vous conseille, je sais pas, prenons un exemple, moi qui revient souvent, de faire un petit déjeuner salé, et donc éventuellement vous pourriez manger ça. Est-ce que ça vous paraît faisable ?
Ok, donc la personne nous répond et là on peut creuser aussi, de dire ok, est-ce que vraiment au niveau de l'organisation, du temps que vous avez le matin, ou est-ce que peut-être que vous pouvez préparer des choses la veille, enfin vraiment il faut creuser avec elle pour se mettre avec elle dans son quotidien et voir comment elle va réussir à appliquer. Donc ça c'est hyper important parce que sinon, je sais que moi ça m'est arrivé en tant que cliente déjà, de me retrouver dans une consultation de naturopathie et on me conseillait de modifier tellement de choses et j'étais là d'accord. Et en fait, une fois en rentrant chez moi, j'étais là, mais en fait, je vais jamais y arriver. Enfin, alors que sur le coup, c'est même pas que j'ai pas osé dire non, c'est que oui, ok, sur le principe, pourquoi pas, mais il faut vraiment aider la personne à l'implémenter dans son quotidien. Et puis c'est important aussi d'y aller par étapes et bien sûr d'expliquer à la personne les différentes étapes de prise en charge et lui expliquer pourquoi on y va doucement. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment important parce que sinon, la personne, si vous lui expliquez pas forcément ce qui va se passer ensuite, la première étape, moi souvent, la première étape que j'appliquais, c'était un peu de réduire les symptômes de la personne, parce que souvent les personnes venaient me voir, elles étaient un peu au bout du rouleau. Donc ma première étape, c'était de réduire leurs symptômes le plus vite possible, dans l'optique de leur redonner de l'énergie, de la motivation et qu'elles puissent continuer à appliquer le reste sur la suite pour vraiment aller travailler sur le fond du problème. Mais le problème c'est que si j'expliquais pas ça à la personne, elle allait plus avoir de symptômes après notre première consultation, elle allait se dire oh c'est super, elle est vachement efficace cette naturopathe, j'ai fait ce qu'elle m'a dit en gros, j'ai plus rien, du coup c'est parfait, j'y retourne pas, ça sert à rien puisque de toute façon ça va mieux. Sauf qu'en fait quelques semaines ou quelques mois après ça va revenir et la personne elle va se décourager, elle va se dire finalement soit elle va se dire la naturopathe elle était nulle, soit elle va se dire mon cas c'est une cause perdue, ça sert à rien que j'essaye, de toute façon j'y arriverai pas, etc. Donc moi j'expliquais vraiment aux personnes que on allait travailler en 2 temps. En premier temps, j'allais essayer de réduire leurs symptômes au maximum. Encore une fois, pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils puissent appliquer, etc. Et ensuite, on allait continuer à travailler sur le fond. Et je leur disais bien de ne pas lâcher. Et que cette deuxième étape, elle était encore plus importante que la première. C'est vraiment important de bien expliquer aux personnes. Et puis surtout, un autre conseil, c'est important évidemment d'adapter le rythme des modifications que vous demandez à la personne à la capacité de la personne, à son état, à sa vitalité. Et ça va aussi dans les deux sens, parce que parfois, on n'ose pas trop en faire non plus. Moi, je me suis déjà retrouvée face à des personnes où je me disais, je vais y aller doucement parce que la personne, elle m'a l'air quand même un peu au bout du rouleau, donc on va faire des petites modifs et tout. Et finalement, à la fin de la consultation, la personne, elle me disait, ah bon, mais c'est tout, parce que moi, en fait, je suis prête à vraiment changer mon alimentation s'il faut. Là, vous m'avez dit peut-être que ce serait bien que je diminue, je sais pas, le gluten ou les légumineuses, enfin bref, peu importe l'exemple, mais moi je suis ok on y va, mais par contre comment je fais, etc. Donc si la personne est super motivée et plutôt en forme, ou même juste qu'elle est super motivée, là vous pouvez y aller plus vite et vous pouvez vraiment vous dire ok, si elle est vraiment à fond, qu'elle est prête, on y va. Mais voilà, il faut vraiment adapter et y aller ni trop vite, ni trop lentement, parce que si vous y allez trop lentement, la personne, qu'elle est hyper à fond, elle va se lasser. Donc il faut vraiment adapter le rythme à la capacité de la personne, à son état, à sa vitalité, à sa motivation aussi, à ses possibilités, le moment de vie dans lequel elle se trouve, bref, voilà. C'est vraiment un dialogue en fait entre la personne et vous, c'est pas juste vous qui êtes là pour lui dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, c'est vraiment un dialogue où vous voyez avec la personne, ok, ça vous paraît faisable, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et c'est comme ça que vous allez réussir à créer vraiment un protocole qui fonctionne. Erreur numéro 2 que j'ai faite en tant que praticienne, c'est de ne s'occuper que des symptômes et se transformer un peu en apprenti médecin. Ça m'est arrivé aussi beaucoup au début de la pratique, simplement parce que c'est assez facile en fait de donner des compléments ou des recommandations, mais ça passe quand même souvent par des compléments pour un peu éteindre les symptômes. Et c'est ce que je vous disais dans l'erreur juste avant, c'est que le problème c'est que oui, la personne elle va sûrement se sentir mieux, elle va être contente du coup, elle va se dire c'est trop bien, sauf que ça ne va pas durer. Et donc si on s'occupe pas du fond, ça va revenir forcément. Le truc c'est que je sais qu'on a parfois envie juste d'éteindre un peu les symptômes de la personne parce que justement on veut qu'elle soit contente, on veut avoir bien fait notre travail et on sait que si on doit travailler vraiment sur le fond du problème, ça va être beaucoup plus long, ça va être plus compliqué à appliquer pour la personne, etc. Donc on peut être un petit peu frileux sur tout ça. Donc mon conseil, c'est vraiment de s'occuper des symptômes, oui, mais en travaillant aussi sur le fond. Ça revient à ce que je vous disais à l'erreur juste avant, ma façon un peu de travailler. C'est bien d'expliquer tout ça à la personne, lui dire qu'on va essayer de la soulager rapidement pour qu'elle se sente mieux, qu'elle soit plus motivée, etc. Et qu'en même temps, on va travailler sur le fond pour l'aider sur le long terme. Mais ça, c'est important parce que vraiment,
Sinon, c'est un peu trop facile, entre guillemets, d'éteindre un peu les symptômes de la personne, hein. Ça, on sait faire avec des compléments, avec des recommandations faciles, etc. Mais en fait, ça va pas changer vraiment la vie de la personne. Donc ça, c'est important de ne pas juste cocher des cases et se dire « Ok, je note tous les symptômes de la personne et hop, pour ça, je vais faire ça, pour ça, je vais faire ça, et hop, ça ira mieux. » Donc vraiment, je vous conseille de travailler vraiment en 2 temps et de pas hésiter à expliquer tout ça à la personne encore une fois et à vraiment construire votre protocole selon bien sûr la problématique de la personne en travaillant un peu sur ces 2 axes, soit l'un après l'autre, soit en même temps, selon bien sûr le profil et les problématiques de la personne. Erreur numéro 3 que j'ai fait aussi plusieurs fois dans ma pratique, c'est de chercher la cause racine à tout prix sans écouter ce que le client ou la cliente est prêt ou prête à entendre. C'est vrai qu'en formation de naturopathie, on nous rabâche, et à juste titre, hein, que c'est important de chercher la cause racine, de vraiment chercher la cause de la cause de la cause, etc. et de vraiment comprendre tout ça. Et je suis d'accord, c'est tout à fait important. Mais parfois, je trouve qu'on va trop loin et on va un peu tout mettre sur le compte d'un trauma, par exemple, que la personne aurait eu dans son enfance, ou bien sur telle ou telle chose. Mais déjà, premier point de vigilance, c'est que parfois la personne, elle n'est pas prête à l'entendre. Et parfois même, je trouve qu'on outrepasse, je sais pas trop si ça se dit, mais on se prend un peu pour qui on ne devrait pas, on outrepasse entre guillemets nos droits en tant que naturopathe, parce que parfois c'est pas notre rôle non plus de dire à la personne, je pense qu'effectivement tous vos symptômes c'est dû à, je sais pas, un trauma que vous avez eu dans l'enfance, etc. et de chercher ce trauma, quoi. Voilà, vraiment d'essayer de creuser tout ça alors que la personne elle est entre guillemets juste venue nous voir parce qu'elle avait des ballonnements et nous on va un peu la questionner sur son enfance, essayer de faire remonter des choses, etc. Je trouve que c'est parfois pas notre rôle. Et puis, deuxième point de vigilance, parfois on a beau connaître la cause racine, ça fait pas tout. Et c'est pas juste en connaissant la cause racine qu'on pourra tout résoudre. Moi, le nombre de personnes que j'ai vues en consultation, et je m'inclus aussi dedans sans vous raconter tous les détails de mon histoire, mais qui ont eu effectivement un événement plus ou moins traumatisant dans leur enfance, ou même pas dans leur enfance d'ailleurs, ça peut être aussi au cours d'une vie, et qui effectivement, suite à ça, se sont retrouvés à avoir des troubles digestifs ou d'autres troubles. Mais on a beau se dire, bah oui, ok, ça a commencé après ça, donc c'est assez logique, et voilà, on peut se dire, oui, ok, on a effectivement une espèce de cause de la cause de la cause de la cause, mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est pas parce qu'on met le doigt dessus et qu'on se dit, ah bah oui, ok, j'ai des troubles digestifs ou autres problématiques, parce que effectivement, voilà, je sais pas, il y a eu un décès dans ma famille quand j'étais petit, ou il s'est passé ça, ou il s'est passé ça, voilà, des traumas plus ou moins gros. Ok, mais en fait, ça fait pas tout. Donc on aura beau chercher la cause racine, en fait, ça peut pas forcément dire qu'on va pouvoir la résoudre, parce que sinon, dans ces cas-là, on peut se dire, ah bah du coup, nous, on peut rien faire, il faut que la personne, elle aille travailler son trauma, et puis tout ira mieux. Mais bien sûr que c'est pas aussi facile que ça, c'est trop réducteur, en fait. Donc bien sûr qu'il faut chercher la cause racine, mais pas en oubliant ce qu'on peut faire dans le présent. Par exemple, si effectivement la personne a des troubles digestifs déclenchés suite à un trauma dans le passé, bien sûr qu'on sait que le système nerveux il a été très impacté, donc oui, il faudra travailler dessus. Il y aura forcément peut-être une partie à travailler avec un psychologue. Il y aura une partie sur le système nerveux qu'on pourra travailler avec elle, bien sûr. Mais tout ça, ça peut pas se faire au détriment du travail sur le système digestif. Parce que c'est pas parce qu'on va trouver la cause que on peut pas s'occuper des conséquences en fait. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment important de à la fois bien sûr essayer de trouver la cause, parce que ça peut bien sûr nous aider, ça peut vraiment améliorer notre prise en charge, mais sans oublier non plus tout ce qu'on peut faire maintenant, et sans non plus dire à la personne, ah bah voilà, c'est ça la cause de tous vos problèmes, bon bah on a trouvé, super. Donc voilà, tout ça c'est important aussi de l'expliquer à la personne, mais on peut pas juste lui dire c'est à cause de ça, allez travailler sur votre système nerveux et puis tout ira mieux. C'est beaucoup trop réducteur. Notre rôle, je trouve, qu'il peut être de la mettre sur la voie, par exemple de dire bah on sait que suite à des événements très stressants, comme par exemple ce que vous avez vécu, ça met tellement en branle le système nerveux qu'il y a un petit peu d'autres choses qui se déséquilibrent par la suite, etc. On peut vraiment avoir ce rôle pédagogue. Mais ensuite, c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là et ne pas travailler sur ce pourquoi la personne est venue nous voir. Puisque de toute façon, la prise en charge, elle devra se faire sur tous les plans en fait. C'est d'ailleurs normalement ce qu'on fait en naturopathie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, si elle vient pour des troubles digestifs, bien sûr qu'on va travailler sur le digestif, mais on va aussi travailler sur le système nerveux, etc.
Mais il faut savoir aussi quand rediriger la personne vers d'autres praticiens, en complément de notre prise en charge par exemple, si c'est nécessaire. Donc voilà, ça c'est important parce que je trouve que parfois on peut tomber un peu trop dans cette quête absolue de la cause racine et en oubliant un petit peu tout ce qu'on peut faire à côté. Erreur numéro 4, c'est de surutiliser les compléments alimentaires au détriment du terrain de base. Et ça, je trouve que c'est l'erreur un peu classique qu'on fait, et moi je l'ai fait vraiment dans de nombreux cas. Alors heureusement, ça n'a pas eu d'effet négatif, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est des erreurs qui sont entre guillemets pas graves, dans le sens où on parle pas d'erreurs médicales, ou de toute façon nous on n'est pas dans le médical, mais même sans être dans le médical, on peut faire des erreurs si on fait pas attention avec certains compléments, etc. Mais voilà, là ce que je vous dis, ce sont des erreurs qui sont assez légères, mais qui malgré tout peuvent vraiment quand même impacter votre prise en charge. Donc c'est une erreur classique qu'on fait, je trouve, pour plusieurs raisons. Soit on se dit que ce sera plus facile à appliquer pour la personne de juste prendre des compléments alimentaires plutôt que de modifier son alimentation, apaiser son système nerveux, bouger, etc. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de dire je prends un petit complément matin, midi et soir et le reste, j'ai pas trop à m'en soucier. C'est sûr que c'est plus facile à appliquer pour la personne. Soit une autre raison pour laquelle on peut faire ça, c'est que on a parfois affaire à des clients qui sont de plus en plus calés sur la santé. Et on a l'impression déjà qu'ils appliquent à peu près tout, toutes les choses de base, c'est-à-dire toute l'alimentation, etc. Ils ont l'air de tout faire bien. Du coup, on se retrouve un peu à se dire, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et donc, on a tendance à les surcharger un peu de compléments alimentaires en se disant, on va essayer de travailler avec ça. Mon conseil par rapport à ça, c'est de malgré tout, toujours revoir les bases. Même si la personne a l'air de tout bien appliquer. Vous seriez vraiment surpris, vraiment, de voir le nombre de personnes qui pensent bien manger et qui au final ne suivent pas du tout une alimentation qui leur convient. Parce qu'ils ont tendance à suivre un peu ce qu'on entend, donc ils se disent je sais pas, il faut que je mange ça, moi j'ai entendu sur les réseaux qu'il fallait faire ça, etc. Et au final, ça leur convient pas du tout, et en fait ils sont tout le temps ballonnés, ils digèrent super mal, etc. Et quand, même si on a l'impression qu'ils font tout bien, quand on leur demande un peu de préciser ce qu'ils mangent, nous ça nous saute aux yeux, on se dit mais voilà en fait, c'est ça qui leur convenait pas du tout. Donc faut vraiment pas hésiter à creuser. Et je rajouterais même que même si la personne fait déjà quasiment tout bien, il y a peut-être un point sur lequel vous allez quand même pouvoir l'aider, auquel elle n'a pas pensé ou alors qu'elle a du mal à appliquer. Moi j'en ai eu beaucoup des personnes qui avaient vraiment l'air de tout faire bien et puis finalement qui finissaient par m'avouer que le petit croissant de la boulangerie, j'ai du mal à m'en passer et en fait j'en mange de temps en temps. Et quand je creusais, le de temps en temps en fait c'était tous les jours. Donc si ça leur convient c'est très bien, mais là par exemple je me rendais compte que une personne qui me disait je mange sans gluten, super, et puis en fait voilà, quand je creusais, en fait il y avait quand même un croissant tous les jours. Du coup on n'est pas du tout sur du sans gluten, ou même si c'est pas tous les jours, vous voyez là c'est un peu le cas un peu caricatural, mais même si la personne vous dit oui je mange sans gluten, bon, c'est vrai que par contre, en général le vendredi soir, je prends l'apéro avec mes collègues, du coup, on se mange une petite pizza, et puis c'est vrai que le mardi, je vais à la piscine, du coup après en général, je me fais des pâtes. Non, en fait, on n'est pas sur du sans gluten. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à creuser, parce que parfois les gens juste ne se rendent pas compte. Et puis il y a aussi parfois le biais de gens qui veulent montrer qu'ils font tout bien et qui n'osent pas avouer que des fois ils font un petit peu des trucs, c'est pas forcément moins bien, c'est juste que c'est moins bien pour eux. Donc des fois il faut pas hésiter à creuser avec beaucoup de bienveillance et souvent les gens finissent un peu par lâcher le morceau. Et là en général je me dis ok, là on a mis le doigt sur un truc, et dans ce cas là l'idée c'est pas de juger la personne, c'est simplement de voir comment on peut l'aider justement à appliquer encore mieux, ou déjà de vérifier est-ce que ça lui convient vraiment. Si je reprends mon exemple du sans gluten, est-ce que cette personne elle doit vraiment manger sans gluten, et si c'est le cas, ok, on va l'aider à peut-être essayer d'appliquer différemment, voilà. Donc ça vaut vraiment le coup de revoir quand même toujours les bases et de pas surcharger la personne de compléments alimentaires, mais de vraiment encourager la personne à appliquer tout ce qu'elle peut déjà dans l'alimentation, dans son quotidien, etc. Et quitte à être soutenue par certains compléments alimentaires, mais de bien expliquer que ça remplace pas le travail de base en fait, et que c'est vraiment important que les personnes puissent appliquer autant les deux et que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Donc voilà, ça c'est là où on doit un peu faire de discipline, mais je trouve que c'est vraiment important. Et enfin, dernière erreur que je voulais développer ici, c'est de ne pas assez travailler l'axe stress/émotion sur les cas digestifs. Ça c'est une erreur que j'ai vraiment fait, parce que je me sentais peut-être pas très à l'aise pour tout ce qui était travail sur le système nerveux. Moi j'étais vraiment sur le digestif, sauf que en fait vraiment dans 90% des cas, voire 95 ou voire 99, quand une personne vient nous voir pour un problème digestif, il y a quasiment toujours un travail à faire sur le système nerveux.
Et c'est vrai qu'en général, l'erreur qu'on fait, c'est que si on vient nous voir pour du digestif, on va se focaliser sur le digestif. C'est normal, parce que c'est aussi là où il y aura une grosse partie du travail qui sera faite. Mais on sait vraiment aujourd'hui de plus en plus que si le système nerveux est survolté ou déséquilibré, j'ai envie de dire, le travail qu'on va faire sur le digestif, il servira quasiment à rien. Parce que à partir du moment où le système nerveux est perturbé, et vraiment perturbé, je parle pas juste d'un petit stress comme ça, eh bien ça va forcément impacter tous les autres systèmes du corps, et en particulier le système digestif, et aussi le système hormonal, etc. Bref, tous les systèmes vont être vraiment impactés. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une erreur qu'on fait de manière assez commune. Moi, je l'ai fait parce qu'effectivement, j'étais pas très à l'aise pour les aider à travailler sur le système nerveux, mais aussi parce que je dirais que c'est un peu l'axe sur lequel les personnes ont le plus de mal à appliquer. Souvent, les gens se disent non, mais je vais arrêter de manger ça, etc. Et ils ont pas envie de faire le travail sur leur système nerveux, parce que souvent, ça implique quand même beaucoup de changements. Souvent, c'est des personnes qui sont un peu surchargées, qui ont plein de trucs à faire, qui se rajoutent 1000 choses dans leur vie parce que comme ça en fait elles sont tout le temps actives, du coup elles ont jamais trop le temps de regarder leurs problèmes. Ça arrive quand même très souvent, on tombe tous très facilement dans ça. Et donc travailler sur son système nerveux, ça implique de ralentir, ça implique de prendre le temps pour respirer ou méditer ou juste aller marcher, ou ça implique des choses en général pour lesquelles elles disent ah non mais ça j'ai pas le temps. Et il y a toujours une bonne excuse, et je m'inclus dedans, c'est vraiment pas un jugement envers les clients et les clientes qu'on a en consultation. On est un peu tous comme ça. Mais souvent, c'est aussi des personnes qui se rendent bien compte que, par exemple, en vacances, elles ont beaucoup moins de symptômes. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois, des personnes qui me disent, en temps normal, si je mange un petit peu de gluten, je me tords de douleur, j'ai mal au ventre, etc. Et en fait, je suis partie cet été en vacances en Italie. Là, je me suis dit, allez, c'est le moment, j'ai mangé des pâtes, des pizzas, etc. Et j'ai pas du tout eu mal au ventre. Et c'est pas juste parce que le gluten est différent en Italie. C'est simplement parce que souvent, en vacances, non seulement les gens sont beaucoup moins stressés, en plus de ça, en général, ils bougent beaucoup plus parce qu'ils vont visiter, ils font plein de choses, etc. Ils prennent plus le temps de manger, ils sont pas en train de manger avec leur téléphone ou devant leur ordi ou en train de finir un dossier. Et donc, ils se rendent bien compte que tout va beaucoup mieux quand même en vacances. Et à l'inverse, ils se rendent bien compte que dès qu'ils ont une montée de stress, leur ventre gonfle, ils digèrent pas bien, etc. Donc vraiment, mon conseil sur ça, c'est déjà vous, sentez-vous à l'aise d'aider les gens à travailler sur leur système nerveux. Trouvez-vous des petits trucs que les gens peuvent appliquer facilement et sur lesquels vous serez aussi à l'aise de les conseiller. Par exemple, la cohérence cardiaque, ça c'est vraiment un truc tout simple et qui a vraiment, il y a plusieurs études quand même qui ont montré l'efficacité de la cohérence cardiaque. Donc ça c'est quand même le truc qui est hyper facile à appliquer. Maintenant il y a des applications sur le téléphone qui permettent de suivre la respiration, qui ont le bon timing, le bon rythme, etc. C'est quelque chose qu'on peut proposer à la personne qui prend 5 minutes, il y a des choses comme ça. Donc déjà, sentez-vous à l'aise, et puis ensuite, bien sûr, expliquez clairement aux personnes en quoi le stress et un système nerveux déséquilibré peuvent tout chambouler sur la digestion, et à quel point c'est important de travailler cet axe-là. Donc voilà, je sais que vraiment, moi je vous l'ai mis en dernier cette erreur, mais c'est une qui m'a posé le plus de problèmes, parce que voilà, pour toutes les raisons que je vous ai exposées avant. Donc vraiment, je vous conseille celle-ci de pas l'oublier et de vraiment conseiller aux personnes de travailler sur leur système nerveux, parce que honnêtement aujourd'hui dans notre société on est à peu près tous trop stressés, trop surchargés, trop survoltés, etc. Et ça fera toujours du bien à la personne de travailler vraiment sur l'apaisement de son système nerveux. Voilà, j'en arrive à la fin de ces erreurs de praticienne que j'ai faites au début de ma pratique et que je ne referai plus aujourd'hui, parce que maintenant vraiment je sais à quel point c'est important de pas se prendre les pieds dans le tapis par rapport à tout ça. J'espère que cet épisode vous aura éclairé un petit peu sur tout ça. Et puis je vous avais promis de vous reparler du Pianto, et vraiment je voulais justement vous en parler dans cet épisode parce que je sais aussi que parfois on se retrouve un peu submergé par tout ce qui est comment je donne le bon complément alimentaire, comment je travaille aussi sur le terrain de la personne, comment faire en sorte de faire bien les choses. Et ce que j'adore avec les compléments de Pianto, c'est que c'est vraiment une valeur sûre qui convient à presque tout le monde pour travailler le terrain et le bien-être global. Et ça c'est quand même assez rare je trouve de nos jours, il y a quand même beaucoup de compléments qui vont travailler sur un point en particulier. Et en fait le Pianto c'est vraiment un complément qui va convenir à quasiment tout le monde, donc qui peut convenir aux adultes, à l'exception des femmes enceintes ou allaitantes, et aux enfants à partir de 6 ans. Et ça va convenir à quasiment tous vos clients, qu'ils soient sportifs, stressés, fatigués, intoxiqués,
polymédicamentés, en convalescence, seniors, adolescents, végétariens, intolérants au gluten ou au FODMAP, diabétiques ou carencés, donc ça fait quand même beaucoup de monde, et bien vraiment le Pianto classique, il va pouvoir les aider à travailler sur le terrain puisque c'est un concentré de betterave fermenté, enrichi en magnésium et en manganèse et en oligo-éléments également, et qui contient des postbiotiques, des antioxydants et des vitamines B. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup et ça va vraiment permettre de travailler sur le terrain de la personne et de l'aider à réguler son transit, notamment la constipation, d'équilibrer la muqueuse et la flore intestinale, de soutenir les fonctions hépatiques, de maintenir l'équilibre acido-basique, de reminéraliser grâce aux micronutriments et acides aminés essentiels et aux vitamines qui sont hautement biodisponibles grâce à la fermentation, et ça va permettre aussi de redonner de l'énergie, notamment en cas de stress, fatigue physique et nerveuse, en cas de carence, et ça va aider aussi à la concentration. Donc vraiment, je vous conseille fortement, si vous ne connaissez pas encore les compléments Pianto, d'aller les découvrir, de les tester peut-être pour vous-même et de les recommander à vos clients pour qui ce sera pertinent. J'en arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcast et à mettre un petit avis, ça permet vraiment de faire découvrir mon travail à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ces sujets. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.